fondamentalement, oui, l'agilité à la base a été créée plutôt pour des métiers techniques liés au développement. Malgré tout, on se rend compte que ça peut être bénéfique pour bien d'autres personnes, bien d'autres profils. Et ce sera tout le sujet de ce pitch. Je m'appelle Mathieu Lerat, je suis lead UX designer chez Nigilion et je vais vous parler de design agile. Alors déjà, pourquoi j'ai voulu faire ce pitch devant vous aujourd'hui? Eh bien parce que j'ai pu remarquer au cours de mon expérience que finalement, nous designers, on se sert assez peu des techniques issues de l'agilité. Et à tort, à mon avis, parce qu'on se prive de certains bénéfices qui nous permettent notamment d'améliorer notre façon de travailler ensemble en tant qu'équipe. C'est pourquoi j'ai voulu présenter ces 6 techniques qui sont assez faciles à mettre en place, quelle que soit votre expérience, et qui permettent de bénéficier des avantages de l'agilité sans forcément être contraint par la lourdeur d'une approche 100% agile qui peut être lourde ou très très lourde à mettre en place. Alors déjà, quels sont les 3 grands bénéfices pour nous designers à agiliser nos façons de faire? Déjà, en tant que designer, on est intimement lié à l'aspect collaboratif. C'est-à-dire qu'on a constamment ce besoin de confronter, ce besoin d'échanger, parce qu'il y a un côté subjectif à ce que l'on fait aussi. Et donc, agiliser nous permet d'améliorer la collaboration, la communication. Cela fluidifie l'ensemble pour travailler mieux ensemble. Deuxièmement, agiliser nous permet d'utiliser beaucoup plus l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on va créer un esprit d'équipe, une émulation très forte qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin ensemble. Et enfin, troisièmement, agiliser nous permet de nous améliorer continuellement. C'est-à-dire qu'on apprend à se connaître en tant que personne, en tant qu'équipe, on apprend à connaître ses forces, ses faiblesses, pour évoluer et grandir ensemble en tant qu'équipe. Alors, la première technique, c'est le découpage fonctionnel. Le découpage fonctionnel est très simple. Ça consiste à découper quelque chose que l'on veut faire en multiples petits bouts fonctionnels. On va décomposer. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de se dire que l'on va designer un listing produit e-commerce en 3-4 jours, et bien en fait, on va le décomposer en multiples petits bouts fonctionnels. Donc, vous aurez, suivant cet exemple, des filtres, des tris, une vignette produit, une pagination, une navigation, un texte SEO, etc. C'est si bien que ces petits bouts fonctionnels, en fait, déjà, on va pouvoir les prioriser, puisque certains sont vraiment beaucoup plus importants que d'autres. Et on se rend compte, d'après cet exemple, que sur un listing e-commerce, si on cumule les filtres et la vignette produit, au final, on arrive à couvrir peut-être 80% des usages. Donc, on va pouvoir déjà se focaliser sur le must-have avant une nice-to-have ou sur les choses prioritaires avant les choses secondaires. Et en plus, on va pouvoir récolter des feedbacks dès que possible. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 3 jours pour finaliser une première version d'un listing produit, on va peut-être attendre, après une journée, on va peut-être avoir une première version de nos vignettes et des filtres et déjà récolter des feedbacks. Donc on va gagner du temps et éviter d'attendre 3 jours parce qu'on a travaillé au final sur des choses qui étaient plutôt secondaires. Donc on permet de canaliser l'énergie sur les choses qui en vaillent la peine et on évite de perdre du temps sur les choses qui sont plutôt secondaires. Deuxième technique, c'est le Kanban board. Kanban est un mot japonais qui représente les panneaux publicitaires. Vous savez que vous pouvez voir le long des autoroutes ou des voies rapides. Ce sont des panneaux devant lesquels vous passez et vous ne pouvez pas les louper. Et bien là, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on va mettre dans un endroit de passage un tableau qui va nous permettre d'avoir une représentation de l'avancement du projet à un instant précis. Sur ce tableau, on va pouvoir remettre nos bouts fonctionnels et donc pouvoir piloter l'avancement de notre design de façon très très fine. Très très fine. Alors c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on a différentes colonnes dans lesquelles on classe nos bouts fonctionnels. On a la backlog qui est le réservoir, c'est tout ce qu'il va falloir faire dans le projet. To do, c'est tout ce que l'on doit faire maintenant, dans le sprint en cours, dans le lot en cours. Work in progress, c'est tout ce que l'on est en train de faire en ce moment même. To be checked, c'est ce que l'on a fait, on est en attente de feedback. Et done, c'est fait.
Le point d'interrogation, c'est s'il y a des problèmes, des points bloquants. C'est si bien que, à chaque fois que l'on va avancer un bout fonctionnel, donc par exemple un système de filtre, des vignettes produits, on va déplacer physiquement ces post-it à chaque fois que leur état va changer. Alors déjà, ça génère une satisfaction de façon très fréquente, puisque au lieu d'attendre 3 jours et de se dire « ok, c'est bon, j'ai terminé mon listing produit », en fait, toutes les 2 heures, on va avancer, on va avoir vraiment cette impression d'avancer. Donc on génère de la satisfaction, de la motivation, et voilà, du bien-être. On joue aussi sur ce genre de choses-là. On clarifie également où on en est à un instant précis, extrêmement précis, et là où on va. Ce qu'il nous reste à faire. Ici, c'était l'exemple d'un Kanban board qui était, c'était le mien. Il n'y avait que moi qui, c'était quelque chose que je m'étais fait sur le côté de mon bureau. Mais vous pouvez très bien imaginer que vous jouez avec les couleurs de post-it et vous pouvez avoir différentes personnes. Vous pouvez avoir vraiment toutes les personnes d'un projet dessus. Et donc piloter vraiment qui fait quoi à chaque instant. Et n'importe qui voit ce Kanban board, c'est exactement où on en est et ce qu'il reste à faire. Troisième technique, c'est le stand-up meeting. Donc vous en avez certainement peut-être déjà entendu parler. Le stand-up meeting consiste à regrouper toute l'équipe de façon très fréquente, potentiellement tous les jours, pour faire le point sur ce qu'il restera à faire dans la journée. Donc déjà, ça permet de renforcer vraiment l'esprit d'équipe, c'est-à-dire que tous les matins, puisque c'est souvent le matin, on se regroupe tel des rugbyman prêts à en découdre, et on est vraiment ensemble, et on garde l'information autour de notre cercle. On communique, donc tout le monde est à peu près au courant de l'avancement du projet et comment ça se passe. On évite de perdre trop d'informations, en tout cas on limite la dispersion d'informations inutiles. Et ça nous permet aussi, au moins une fois par jour, de remonter des problèmes, s'il y a. Ça se passe de façon très simple. 15-20 minutes maximum, on va droit au but. Et chaque personne répond à 3 choses. Ce que j'ai fait hier, dans le sens ce que j'ai achevé hier, ce que je vais faire aujourd'hui, dans le sens ce que je vais achever aujourd'hui. Donc là, on voit très bien qu'on responsabilise vraiment les membres de l'équipe. On s'engage à quelque chose. Aujourd'hui, je m'engage à faire cette chose. Et d'où l'importance du découpage fonctionnel. Puisque au final, on ne va pas créer un site ou une expérience par jour. Ce n'est pas possible. Par contre, par jour, on va créer une partie de ce site, une partie de cette expérience. Et c'est sur ça qu'on va s'engager tous les jours à avancer. Et ça impose un rythme aussi, un rythme soutenu. Et enfin, ce qui m'empêche d'avancer. Et donc là, à ce moment-là, on remonte les éventuels problèmes et en tant qu'équipe, on va essayer de les résoudre. Donc pour nous, les designers, par exemple, ça pourrait être hier, j'ai designé une première version des vignettes produits. Donc je suis en attente de feedback et potentiellement, voici sur le Kanban board, je l'ai mis dans To Be Checked, donc je suis en attente de feedback d'un pair, d'un client ou autre. Aujourd'hui, je vais benchmarker des systèmes de filtres parce qu'on a des problématiques un peu particulières, c'est un peu spécial et donc j'ai besoin d'inspiration. Et point bloquant, eh bien, je suis en attente des accès, des logins pour accéder à la banque d'images du client. Et là, pour le coup, je suis complètement bloqué, je ne veux pas travailler sur les maquettes graphiques. Donc à ce moment-là, eh bien, en tant qu'équipe, on va essayer de trouver une solution, le projet va peut-être remonter ça au client, etc., etc. Mais on remonte les problèmes dès que possible. Quatrième technique, c'est la rétrospective, qui consiste à récolter, à faire un débrief sur notre façon d'avancer ensemble en tant qu'équipe. C'est-à-dire qu'on prend du recul, on arrête à un moment donné, on prend du recul, on se dit ok, qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner dans notre façon d'avancer ensemble? Et c'est très porté sur la résolution de problèmes, beaucoup plus que sur la critique personnelle, évidemment. Et on réajuste le tir si possible. Alors quand faire une rétrospective? On peut en faire de façon optimale à la fin d'un lot ou à la fin d'un sprint, pour réajuster en cours de route sur le projet en cours. On peut en faire à la fin d'un projet. C'est mieux que rien, sauf que ce sera bénéfique pour les futurs projets, mais peut-être avec une équipe différente, contexte différent, un client différent, mise en place différente. Donc c'est toujours mieux que rien pour être conscient de ce qui n'a pas marché pour plus tard, mais ce n'est pas optimal. Et comment se passe une rétrospective? C'est relativement simple. C'est sous forme de workshop, où eh bien, chaque personne va avoir des post-it, une session déjà individuelle puis collective, comme d'habitude, et on va mettre une idée par post-it, et on va répondre à 3 choses. Ce qui a bien fonctionné, ce qui aurait pu mieux fonctionner, et comment mieux faire la prochaine fois. Donc, encore une fois, toujours porté sur la résolution de problèmes.
Donc exemple pour nous en tant que designer, ça pourrait être ce qui a bien fonctionné. On a fait un super atelier de co-création entre le DA et l'UX, c'était vraiment génial. Le DA se sentit impliqué dès le début, on allait beaucoup plus loin tous les deux, on a créé des choses vraiment très, très créatives, on allait loin. Par contre, ce qui aurait pu mieux fonctionner, c'est qu'au final, eh bien après ce point d'échange, on s'est un peu perdu de vue. On avait du mal à se recroiser pour X raisons, on a du mal à échanger, on est parti peut-être un peu dans deux voies différentes. Donc, résolution de problème, quand pourrons-nous faire? Et bien, par exemple, on pourrait se dire, on s'impose 2 fois par jour à faire des échanges informels en fin de matinée, en fin d'après-midi, pour vraiment se mettre ce rythme et garder ce rythme d'échange. 5e technique, c'est la peer review. L'idée ici, c'est de pouvoir récolter, dès que possible, des feedbacks et de façon ensuite très fréquente. C'est-à-dire qu'on va faire des itérations très très rapides. Concrètement, au lieu d'attendre de designer quelque chose pendant 4-5 jours et ensuite de récolter des feedbacks et potentiellement de perdre ces 4-5 jours, puisque si vous êtes parti en mauvaise direction, c'est du temps perdu tout de suite, et bien en fait, toutes les 2 heures ou 4 heures, on va récolter des feedbacks. Donc c'est des itérations très très courtes qui permettent d'éviter justement de partir trop loin dans la mauvaise direction et d'éviter de perdre tout ce temps. On va utiliser l'intelligence collective, c'est-à-dire que on va connecter 2 personnes, alors 2 pairs ou un chef de projet, un designer, et à ce moment-là, eh bien, on va créer cette émulation. Puisqu'évidemment, 2 personnes ensemble vont beaucoup plus loin et on a une puissance, entre guillemets, d'intelligence ou de réflexion qui permet d'aller beaucoup plus loin que 2 personnes séparées. Et donc, l'agilité aussi, l'idée, c'est de créer ces opportunités pour regrouper les gens et créer ces émulations, pour s'améliorer continuellement en tant qu'équipe. Donc concrètement, vous pouvez voir ici, tout à gauche, c'est un premier crowbar, un premier sketch d'une application bancaire, par exemple. Donc je commence à poser des idées, 2-3 choses, et très rapidement, stop, j'arrête. Je vais voir un pair, je vais voir un chef de projet, le client, si je suis chez les clients, quelqu'un qui va être en mesure de me donner des feedbacks sur quelque chose qui n'est pas 100% fini. C'est pas évident. Et de mon côté, il faut que je sois assez à l'aise à proposer à demander des feedbacks, à présenter des choses sur quelque chose qui n'est pas 100% fini aussi. Donc c'est une petite gymnastique, c'est pas évident, par contre c'est extrêmement puissant. À ce moment-là, je fais une peer review, je récolte des premiers feedbacks et j'itère, je réajuste, j'approfondis, etc., etc., etc. C'est si bien qu'en fait on limite vraiment ce fameux moment qu'on a tous vécu, où en fait on s'est complètement séparé du sujet, mais quand on était tout seul, en fait on s'en est même pas aperçu. Et en fait là, c'est la perte de temps directe. C'est-à-dire que là, on va passer peut-être 10-15 minutes à discuter avec quelqu'un, mais au final, ces 10-15 minutes peuvent nous faire gagner des heures, voire des jours. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. Et enfin, 6e technique, une équipe égale à une table. Alors on sait très bien avec les nouvelles technologies qu'on peut travailler à distance. Avec les Slack et autres outils collaboratifs, c'est plus que possible. Seulement, il y a un bénéfice extrêmement fort au fait de tous travailler au même endroit. Et encore plus, au fait de tous travailler au même endroit autour d'une même table. C'est-à-dire qu'on crée vraiment un cercle physique où on a une émulation très très forte qui se crée. On garde la communication autour de ce cercle-là. On évite la dispersion d'informations. Tout le monde sait à peu près tout, à tout moment. Et donc on informalise aussi énormément les choses. C'est-à-dire qu'on envoie beaucoup moins d'emails. On va beaucoup moins se donner rendez-vous sur des meetings, sur des calls. Parce qu'en fait, on va juste se lever et poser des questions. On va taper sur l'épaule du voisin, on va lui poser une question. Et en fait, ça, c'est vraiment, pour l'avoir fait, c'est juste incomparable la puissance de l'équipe qu'on peut ressortir. On parlait avant de regrouper, de connecter 2 personnes pour créer une émulation et aller beaucoup plus loin. Vous imaginez là, si vous connectez 6 personnes ensemble, l'émulation que vous pouvez créer est phénoménale. D'ailleurs, à ce point-là, sur la taille des équipes, Jeff Bezos d'Amazon parlait de two pizzas team, c'est-à-dire que c'est une équipe dont le nombre n'excédait pas 6-8 personnes, qui correspond selon lui à l'américaine, au nombre de personnes qui peuvent être nourries par des pizzas, par 2 pizzas, pardon. Désolé de parler de pizza dès le matin, mais voilà, ça donne juste une petite idée de la taille maximale
Alors pas optimal, hein, mais maximal le nombre de personnes. Parce qu'après, les informations se diffusent. Et il y a des pertes d'informations. Là, avec 6-8 personnes max, en fait, on arrive à vraiment garder l'information dans un endroit restreint et physique également. Alors pour conclure, en tant que designer, on se doit d'être créatif. Ça fait partie de notre ADN. C'est une exigence. On se doit d'être créatif dans ce que l'on fait. Mais sachons également être créatifs dans la façon de faire les choses. Sachons nous réinventer, sachons réinventer nos façons de faire, nos démarches, nos process, nos méthodos, pour pouvoir vraiment exploiter au maximum notre potentiel créatif. Et enfin, je terminerai sur cette citation de Mère Teresa que je trouve assez juste et très inspirante. « Je peux faire des choses que tu ne peux pas, tu peux faire des choses que je ne peux pas, mais ensemble, nous pouvons faire de très grandes choses. » Merci beaucoup.